En l'été 68, au milieu du mouvement des étudiants, on a eu la publication du poème « Connaître l'ennemi ». Et nous avons vu la revue avec cette photo que vous voyez là, avec le poing, qui montre un moment dramatique où la transformation révolutionnaire de la société et des médias était demandée par tous les militants. Quelques mois plus tard, ce même point a été publié sur la deuxième couverture que vous voyez. Il s'agit de la publication officielle de la Ligue des jeunes socialistes. On l'a adapté au contexte idéologique local et vous avez le message radical de cette publication et vous avez le marteau faucille de la chevalière plutôt que d'avoir le portrait de Che Guevara. Il s'agit d'un contexte idéologique complètement différent, mais le message est le même. On exige des changements, on exige des réformes. Vu l'ambiance de mécontentement généralisé face au système, il s'agissait de réunir la gauche et la contre-culture et notamment de parler aux prolétaires et aux étudiants radicaux qui étaient les pionniers là, qui demandaient la réforme de la société. Alors, vous avez vu en France et ailleurs, dans les pays occidentaux, et des mouvements contre les carences des universités. En même temps, en Pologne et en Tchécoslovaquie, on a lutté contre le socialisme par le biais du socialisme. Les manifestations étaient contre les gouvernements répressifs. On a critiqué l'État socialiste yougoslave. On défendait les positions marxistes gauchistes. On accusait les décideurs politiques de ne pas mettre en œuvre les idéaux socialistes proclamés. Ils mettaient l'accent sur la critique de l'aliénation et les bourgeois rouges constituaient un élément de la société yougoslave. On pourrait dire que le moment des années 68 en Yougoslavie était l'écrasement du socialisme à visage humain et en tant que tel, c'était le début de la fin du système communiste en tant que tel. Dans ce contexte, la production culturelle de la Yougoslavie socialiste atteint son sommet en 68 et on a vu cela dans les grandes villes et dans les facultés d'architecture, dans les universités de Belgrade, de Ljubljana et Zagreb. Les étudiants sont manifestés contre les conditions à l'université et leur position dans la société. Les événements de 68 et la rébellion, la révolte avaient secoué les universités en Yougoslavie et les manifestations des étudiants demandaient une démocratisation du système politique et du système économique. On voulait un système d'autogestion. C'était très important parce que tout le système, toute l'organisation était un système unique parce que la Yougoslavie n'était pas alignée. C'était un système qu'on appelait l'autogestion. Il s'agissait de réformer la société, toute la société, et cela par le biais du système éducatif. Dans le contexte de la production turbulente, à l'époque, vous avez la revue Praxis à l'époque, et là, vous avez les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest. On a vu que la revue Praxis avait un impact important dans tous les domaines, dont la politique, le domaine politique, et notamment à la période des crises de 68. La revue avait des éditions internationales. Il y avait également l'université d'été de Korčula. C'est une très belle île en Dalmatie et c'était là le centre pour transmettre l'idéologie marxiste, humaniste, et les enseignants et les étudiants pouvaient comparer le référentiel.
il y avait la revue Praxis et l'université vous savez, tous les grands et c'était le début des années. C'était une période où on avait un dialogue difficile pour les penseurs critiques en Yougoslavie d'une part, et on avait l'apport critique pour trouver les contradictions d'autre part. Et c'était précisément pour ces raisons que la revue Praxis et l'université de Korčula étaient tellement appréciées du public intellectuel. Sa plateforme était définie dans le premier numéro de la revue Praxis de 1964 avec une formulation de Marx sur la critique de tout ce qui existe. Et c'était le point de départ adopté. Ce qui était symptomatique, c'était la critique de Lefebvre de l'urbanisme moderniste. Et c'était utilisé comme une plateforme importante pour la critique de la ville socialiste liée à l'apport de la matrice urbaine capitaliste au socialisme. Son concept de l'autogestion dépend principalement de l'intérêt important et des contacts et des échanges directs entre les philosophes yougoslaves et les intellectuels du cercle de Praxis. On pourrait dire que les années post-communistes en France de Lefebvre et l'ère de l'autogestion en Yougoslavie étaient reliés dans une recherche pour une société différente, bien que ces deux approches aient adopté des voies divergentes. On a vu avec la publication de Praxis en 1969, Herbert Marcuse a écrit « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Et on a vu la critique de Praxis et la ligne politique, sociopolitique, et des deux côtés, du côté des étudiants et du corps enseignant, ont cherché à remettre la Yougoslavie sur une autre voie idéologique, culturelle et politique. C'était le premier défi idéologique à grande échelle, un défi qui mettait en question la vision socialiste du parti. La réponse faussement naïve du parti aux contestations estudiantines et la censure de la revue Praxis montrait que la diversité idéologique ne serait pas tolérée. La réaction aux exigences des étudiants était d'une part la répression et d'autre part la concession. Là, vous voyez les photos au moment où le président Tito a fait un discours et s'est adressé aux étudiants en juin 68. C'était vraiment le point culminant de ce mouvement de contestation. Et là, vous voyez la déception des étudiants et la déception des enseignants qui participaient aux manifestations. Et vous avez le cercle de Praxis. Alors, avec la réforme, on a eu une transformation de la culture des jeunes. On essayait d'utiliser la jeunesse comme force active responsable de son propre destin. Alors, avec un mécontentement généralisé du système politique, on a voulu profiter de cette contre-culture, mais il s'agissait également de s'adresser aux prolétaires et aux radicaux universitaires. Alors, on a vu que les étudiants étaient plutôt de leur côté, mais la production culturelle des jeunes donnait des espaces aux étudiants et créer une source de conflit avec le régime. La création des centres des étudiants dans les grandes villes de Yougoslavie, à Belgrade, à Ljubljana et à Zagreb, et c'était en lien avec les contestations de 68. Les autorités voulaient sans doute chercher à maîtriser la situation. Quelles que soient les origines
de ces actions. On a vu que les institutions sont devenues des sources de réforme où on voulait promouvoir la production culturelle des jeunes. Il y avait toutes sortes d'apports, des artistes, des philosophes, etc. Il y avait le biennium de Paris, il y avait Joseph Beuys et d'autres artistes. Et on avait une possibilité de s'exprimer, de formuler des idées critiques. On a rejeté les expressions artistiques classiques. On a préconisé, on prônait des idées socialement avancées dans des contextes différents. This is one extremely interesting example of experimental curatorial practice. Alors là, vous avez un exemple de pratique de conservation intéressant. C'est de la fin des années 60 et on pourrait dire qu'il s'agit d'un résultat direct des évolutions de 68. Vous avez le concept d'Harald Zeman quand l'attitude s'est matérialisée. Là, vous avez eu une exposition montée à Londres et également en Allemagne. Là, c'est une maison, pour ainsi dire, où l'architecture adoptait l'approche presque postmoderniste, le concept de la dématérialisation de l'architecture. Les architectes avaient la possibilité d'installer des expressions, de montrer leur travail au public et de manière indépendante. Le sujet général, c'était la ville de l'année 2000, date très lointaine, voire futuriste à l'époque. Si le cadre social plus large est resté très socialiste, en ce qui concerne les modèles formels, les discours théoriques, l'innovation technologique et la participation à des organisations internationales telles que la SIAM et l'Organisation internationale des architectes, les architectes yougoslaves du début des années 50 ont évolué vers l'Occident politique. La situation des facultés d'architecture en Yougoslavie était aussi critique que celle des facultés ailleurs dans le monde. La faculté à l'université de Belgrade était intéressante. Il y avait un des protagonistes principaux, Bogdan Bogdanović, professeur et un des premiers architectes yougoslaves à l'époque. Il avait été aux États-Unis et il est retourné à Belgrade. Il est devenu directeur de la faculté d'architecture au début des années 70. Il a créé une nouvelle école d'architecture qu'il a dirigé de 71 jusqu'en 73. Et il s'agit d'un des modèles d'architecture radicale ou de formation en architecture radicale. Les premières étapes vers la création de cette nouvelle école se voyaient déjà dans l'article de Bogdanović publié en 69 qui proposait l'adoption l'intégration des disciplines humanistes telles que la sociologie urbaine dans les cursus d'architecture. Cet article a été publié après ses visites aux États-Unis et ailleurs. Il a été par exemple au Collège de design environnemental, à l'Université de Berkeley et à l'Université d'Harvard. Dans son article, il explique que les pratiques évoluent de manière saisissante et c'est en termes d'architecture et en termes d'urbanisme. Il a dit que l'architecture s'approchait de plus en plus à l'urbanisme et que la formation traditionnelle n'était plus acceptable. Il a analysé les cursus et les programmes d'études, il a analysé les tendances en
pédagogique à l'époque et il a créé la base pour la mise en œuvre d'un design environnemental. Les facultés qu'il avait vues étaient principalement des écoles de type multidisciplinaire, environnementale, qui étudiaient par exemple l'anthropologie, la philosophie, l'esthétique, l'histoire des villes, l'urbanologie, et il s'agissait d'une approche interdisciplinaire dans le contexte de l'environnement plus large. Et on n'avait pas vu une telle approche. Globalement, l'ambiance sociale et l'évolution ont influencé la théorie et la pratique de l'urbanisme. On a vu des observations et des éléments socio-économiques qui influaient la conception de l'architecture dans le cadre de l'environnement. On l'a vu dans la publication, dans les revues d'architecture et d'autres revues spécialisées. Il y avait également des traductions d'autres textes. Cette nouvelle école faisait partie de la nouvelle réalité sociale. On a créé un nouveau dialogue. Ce n'était pas une réalité à part, mais dans un contexte social. Il y avait une vraie implication sociale. Il s'agissait d'une architecture engagée. Les présentations qui donnaient l'impression d'être une déclaration de programme ont sans doute confirmé la raison pour laquelle le processus de réforme et le mouvement des étudiants de 68 ont vu le jour. On a vu par exemple qu'il s'agissait d'une nouvelle école par rapport à l'ancienne. Il s'agissait d'une nouvelle école complètement différente avec des normes éthiques et scientifiques de très haut niveau. Il fallait que l'école soit ouverte à la vie et fondée sur une pédagogie différenciée, sur d'autres formes, de nouvelles formes d'organisation. Il fallait concevoir et définir une nouvelle structure pédagogique qui permette une évolution continue. On demandait de nouveaux types d'enseignants, de nouveaux profils d'enseignants avec une participation d'enseignants invités, non seulement du pays, mais d'autres pays occidentaux. Et enfin, il fallait que la nouvelle école modifie les relations hiérarchiques entre le corps enseignant et les étudiants et qu'ils soient unis en un seul corps qui travaille de concert. Il fallait que le principe d'autogestion soit vraiment mis en place et les invitations aux étudiants et aux enseignants les incitaient à participer à l'articulation du programme d'études fondé sur une évaluation commune du travail. Tous ces principes correspondaient aux demandes des étudiants et confirmaient en même temps le principe de l'autogestion comme modèle pédagogique et comme principe socialiste. Ce concept d'éducation, de formation des architectes pouvait se comparer aux pratiques de l'Escuela Nacional de Arquitectura à Mexico. Ce n'était pas uniquement pour le contexte politique et radical, mais également pour le système où la faculté et les étudiants menaient des actions radicales. Les sujets traditionnels étaient remplacés par des cours différents, des cours élargis et plus diversifiés. Il y avait des matières essentielles et des matières facultatives. C'était aux étudiants de décider de la direction de leurs études et de l'apprentissage technique et
d'autres formations. Et le processus pédagogique a été conceptualisé selon le principe d'un apprentissage permanent par le biais de différentes pédagogies. Les principes de base de cette nouvelle école montraient qu'on cherchait à renforcer la profession. Il s'agissait de penser à l'environnement humain, il s'agissait de rechercher un travail d'équipe et d'avoir une vraie coopération, notamment avec les autres facultés, la faculté des arts ou des sciences sociales. Et c'était important de voir que là où on avait la formation des architectes qui était uniquement du ressort des universités techniques et sans contact avec les autres facultés. Au lieu d'avoir le système des beaux-arts, on avait des équipes de recherche où l'enseignant était le gestionnaire du processus et l'étudiant formulait de manière indépendante ses résultats en simulant une démarche de conception architecturale qui existait déjà ou qui existerait dans l'économie. Une des innovations, c'était l'introduction d'unités ou de boîtes. Ces boîtes étaient installées à la faculté et c'était des unités de travail qui étaient dans ces boîtes, unités de travail conçues de manière libre par les étudiants. Chaque étudiant avait son rôle permanent ou son poste permanent dans la boîte. Il y avait 15 lieux de travail dans chaque boîte, pour ainsi dire, et ensuite c'était dans le cadre de salles de classe plus grandes. C'était dans cette approche qui visait la communication. Alors, le travail de cette nouvelle école en tant qu'UTP s'est terminé en 1974 lorsqu'on a adopté le programme d'études compromis sur un fond de répression politique. Nous avons vu au début des années 70 qu'il y avait un nouveau système d'unité, mais Bogdanovich a également encouragé une approche critique de l'architecture et de la société. Dans ce contexte-là, le système politique voyait la faculté comme une source de menace. Et on l'a fermé. Quelques années plus tard, Bogdanovich a décidé de créer une école ésotérique en dehors de Belgrade pour un petit cercle d'étudiants. C'était l'école alternative pour la philosophie de l'architecture. C'était comme un groupe de hippies, mais c'était un contexte pédagogique. Il y avait des concepts de pédagogie expérimentale et vous avez des exemples dans différents lieux et des sources de design différentes. Ce village était à une quarantaine de kilomètres de Belgrade et cette école du village était pour les étudiants qui s'intéressaient à cette pédagogie différente. Cette école alternative n'avait pas de programme fixe, mais développait de nouvelles méthodes, de nouvelles approches avec une approche heuristique et des recherches qui étaient à l'origine ou à la base de cette architecture. À l'instar de la nouvelle école, c'était un travail d'équipe que l'on recherchait. Et Bogdanovich était plutôt le catalyseur, ce n'était pas l'enseignant. Cette approche radicale était encore plus forte dans cette école du village. Et pendant l'été, le travail considéré tenait compte de mythes, de contextes tout autour de la ville. Ce jeu créateur apparemment innocent mettait en question le lien entre la culture, l'environnement construit et le phénomène de la ville. La philosophie, l'école de la philosophie de l'architecture, c'était un atelier où on
mélangé plusieurs éléments, thérapie de groupe, architecture, créativité, etc. Il y avait une boîte verte dans cette école. C'est une boîte en carton qui était, pour ainsi dire, l'archive de l'école. Il n'y avait pas de censure, pas d'autocensure. Et ce contenu, le contenu de cette boîte extraordinaire était présenté dans le dernier livre extraordinaire de Bogdanovich, publié en 2007 en allemand. Il était devenu dissident et il a passé ses dernières années à Vienne. Alors, je voudrais dire que les demandes de réforme radicales pour la formation des architectes demandent de la part des professeurs et des étudiants visaient à transformer l'environnement à un moment où il y avait des tournants culturels de la civilisation et de la politique. C'était dans l'esprit de Marshall McLuhan. Il s'agissait d'avoir un environnement commun, le Global Village de Marshall McLuhan. On parlait, on réfléchissait, on voulait faire un monde de sens commun et d'intellect comme facteur commun à la culture. La critique générale de la société socialiste yougoslave était en conflit avec la nature utopique du modernisme et la fragmentation de l'architecture en tant que discours, discipline et pratique était le résultat d'une absence de vision claire à leur avis, et c'était l'outil idéologique qu'on utilisait pour la société yougoslave. Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Merci Anne, merci Caroline de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici parmi mes amis, mes collègues. Et je dois dire que de l'autre côté, en Amérique du Nord, mes collègues sont très jaloux de savoir que je suis ici parmi vous. Et je vous remercie d'avoir mis à notre disposition des interprètes, car mon français est très limité. Alors l'étude que je vous présente aujourd'hui porte sur l'élaboration du programme d'études aux États-Unis, ainsi que sur la mobilité des connaissances dans les années 60 et 70, ainsi que la fascination des architectes enseignants pour l'architecture africaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'agitation géopolitique et humaine a guidé la recherche en matière de design architectural et urbain en Europe et en Amérique du Nord. Les architectes enseignants faisaient face à l'urgence en matière de logement, aux incertitudes politiques, ce qui a encouragé des activités de recherche intenses en dehors des limites fixées pour la discipline. Ils ont adopté de nouvelles méthodes, des épistémologies originales et ont fait preuve d'un regain d'intérêt pour le paradigme endémique et contextuel, ce qui a amené des changements profonds qui ont eu une incidence sur les designs, mais aussi sur les pédagogies de l'architecture. Si en Europe, les dévastations occasionnées par la guerre étaient énormes, l'idée d'une mobilisation pour la prospérité avait émergé bien avant la fin de la guerre en Amérique du Nord, dans les universités, où la frustration d'après-guerre s'accompagnait d'un enthousiasme timide. Le démantèlement des bidonvilles, les projets de renouveau urbain appuyaient l'expansion des écoles d'architecture où des programmes complets de recherche sur les nouvelles technologies du logement ont été élaborés. Les plans des pouvoirs publics, les réglementations municipales ont encouragé une demande massive pour de nouveaux logements. Entre 1947 et 1950, les inscriptions dans les écoles d'architecture aux États-Unis ont doublé, triplé, voire quadruplé. Les architectes, les enseignants et les étudiants ont dû repenser leur rôle dans le cadre de ce processus. Aux États-Unis, la tendance a changé de façon fondamentale au moment de la contestation politique des années 60. Les changements de théorie étaient centrés sur l'effondrement de la croyance dans les principes de l'architecture moderne, le fonctionnalisme, le rationalisme structurel et surtout l'idée de l'architecture en tant qu'agent de réforme sociale. Tout cela a cessé d'être la base de l'enseignement de l'architecture.
de nouvelles préoccupations qui avaient trait au contexte urbain, à la dimension humaine de l'architecture, ont commencé à dominer les discussions, les revues au sein des écoles d'architecture des États-Unis. Et à cette époque de transformation pédagogique fondamentale, la fascination pour l'Afrique a produit des modifications significatives, mais qui n'ont pas été explorées de façon adéquate. Cela dans les cursus des universités d'Amérique du Nord. Cette présentation met donc l'accent sur les effets que l'étude de l'Afrique a eu sur les pédagogies des postmodernistes ou des modernistes tardifs, y compris David Crane, Denis Scott Brown, Aldo Van Eyck et Ian McHarg. Ces architectes enseignants ont encouragé la recherche sur les modèles africains en tant que pratique critique pour échapper à la crise politique et à la crise des ressources dans les années 60 et 70. Leurs études ont produit des exemples d'occidentalisation africaine dans des établissements bien connus, par exemple l'Université de Pennsylvanie. Et c'est aujourd'hui, en fait, j'approfondis justement le cursus à cette université, mais aussi à l'Université de Washington, Yale, Columbia, Princeton et l'Université Rice. Aux États-Unis, les activités d'après-guerre menées pour trouver une place spécifique au sein de la structure des écoles pour les projets urbains à grande échelle, cela a débouché sur la création d'une nouvelle discipline de design urbain. À l'Université de Pennsylvania, Holmes Perkins, doyen depuis 1951 après 2 décennies à Harvard, a remplacé le programme de premier cycle existant par 3 départements de deuxième cycle, dont l'un était focalisé sur le design urbain. Pour diriger le programme d'architecture, Perkins a nommé Robert Guedes et Blanche Lemko, ses étudiants auparavant à Harvard, ainsi que Stanislava Nowitzki, qui était en fait la veuve de Matthew Nowitzki, et Kahn a rejoint le département d'architecture en 1955. Quelques années plus tard, l'ingénieur Laurie Collet et les architectes Romaldo Giolcola et Robert Venturi sont arrivés dans le corps enseignant. Robert Mitchell est devenu le premier président du département sur la planification foncière et urbaine. Il a créé un groupe plus âgé, avec plus d'expérience, avec notamment Martin Meyerson, Herbert Gans, Lewis Mumford, William Wheaton et Erwin Anton Göttling. En 1953-1954, Perkins a demandé également à Ian McHarg de présider le département d'architecture paysagère. À la fin des années 50, l'urbanisme moderne et la planification urbaine étaient en situation de crise. Et donc, la fascination pour l'Afrique pourrait être comprise comme un symptôme de la critique qui gonflait contre la notion des villes différenciées sur le plan fonctionnel. Pour réagir à cette crise, en 1956, Perkins a promu la création du programme de design civique au sein du département d'architecture à l'Université de Pennsylvanie. Son cursus mettait l'accent sur la qualité de l'environnement urbain et établissait un lien entre les préoccupations de l'architecture, de la planification urbaine et de l'architecture paysagère. Ce programme, sur 2 ans, était géré par un comité présidé par l'architecte David Crane, avec des représentants de chacun des départements fêtiers. Les éducateurs, les enseignants à peine étaient encouragés par Perkins à nouer de nouvelles relations avec d'autres disciplines, d'autres départements. Plusieurs architectes du programme de design civique ont ainsi remplacé l'intérêt préalable pour les sciences dures par des affinités avec les sciences sociales. On commençait à collaborer avec des sociologues, des anthropologues, des géographes humains. Cela pour étudier les questions de la ville d'après-guerre. Et les enseignants qui avaient vécu dans des pays africains ont promu l'élargissement géographique et épistémologique du cursus au moyen de recherches et d'études sur l'Afrique et son architecture traditionnelle. L'architecte, planificateur et designer urbain David Crane, par exemple, était né à Mutoto, qui était auparavant le Congo belge. Alors qu'il était enfant en Afrique avec ses parents missionnaires, Crane a très rapidement démontré un intérêt fort pour la dimension sociale de l'architecture. Après avoir obtenu sa maîtrise en planification urbaine à Harvard, GSD, en 1952, il a beaucoup voyagé. En 1956, il a commencé à enseigner l'architecture
architecture à l'Université de Pennsylvanie en tant que président du programme du design civique. Au printemps, en 1958, il a enseigné ce séminaire de planification intitulé « Planification urbaine et développement dans les zones sous-développées ». Et là, son expérience africaine a eu une forte influence sur la perspective internationale de la discipline de design urbain. Alors qu'il étudiait l'évolution urbaine dans l'environnement bâti en Afrique, il a étudié l'architecture vernaculaire à Kano, au Nigeria, et les villages traditionnels au Cameroun notamment. Il a expliqué aux étudiants de l'université Penn le rôle de la famille élargie dans les sociétés africaines et les effets des différentes compositions sociales sur le design de l'environnement bâti. Crane a inspiré toute une génération de jeunes architectes qui sont devenus des professionnels reconnus dans leur domaine et par la suite des enseignants dans des universités fort connues. Par exemple, Denis Scott Brown, qui considère qu'il est à l'avant-garde des penseurs et philosophes du XXe siècle pour le design urbain. De même que Crane, Scott Brown avait des valeurs en matière de design qui se fondaient sur sa vie en Afrique. Elle était née en Afrique, en Zambie, mais qui se fondait aussi sur ses études d'architecture en Afrique du Sud et à l'école tropicale de la Architectural Association à Londres, où elle a étudié dans les années 50. À la fin de ses études, Scott Brown est allé à l'Université de Pennsylvanie, où son conseiller était, ce n'est pas une coïncidence, David Crane. Au cours de la première année à l'école de planification urbaine, Crane lui a fait connaître la discipline de la planification sociale qui émergeait à peine à ce moment-là. Un an plus tard, en 1958, elle est arrivée dans l'atelier de Crane et a développé un projet de replanification de Chandigarh en Inde. L'objectif pédagogique de ce New City Studio, en fait, dans une zone en développement, donc il s'agissait, et d'ailleurs l'atelier de Chandigarh, c'était un exemple de cela, il s'agissait d'éloigner les étudiants de la complexité et des détails de leur propre culture et de leur propre environnement pour les intriguer avec des informations sur une culture non connue. Et la préoccupation pour les pauvres en zone rurale qui urbanisaient la périphérie des villes dans les zones en développement et la situation d'urgence en matière de logement qui s'en suivait étaient des questions qui étaient débattues dès le début des années 50 par les architectes modernes. Toutefois, à peine la possibilité d'autoprise en charge, l'idée de fournir une infrastructure urbaine plutôt que des logements et l'étude des économies complexes et de la dynamique sociale du développement urbain dominaient l'atelier. Un an plus tard, en 1959, Scott Brown a enseigné le cours d'introduction à peine en design urbain. L'année suivante, elle était assistante de Crane pour le New City Studio et ensuite l'enseignante principale pour ce cours. Et ainsi, elle a proposé, par exemple, le design, la conception d'un marché africain. C'était un programme de la Architectural Association, de l'école tropicale, Tropical School, qui recouvrait les questions sociales et un aspect de multidisciplinarité. Les étudiants avaient donc un abri de marché modulaire type qu'ils devaient regrouper selon une séquence d'espaces adaptés à la fonction de vente. Dans la nature d'un marché africain, il n'y avait donc que 3 modes de transport envisagés, les camions qui apportaient les provisions, les vélos et les piétons. Une protection solaire à faible coût était une caractéristique fondamentale. Et il fallait donc que ce marché soit organisé pour appuyer la vie de la communauté. Au cours de cette période, l'Afrique fascinait les concepteurs de peine qui participaient au programme de design civique, ainsi que les architectes théoriciens de l'École des Beaux-Arts. Au printemps de 1960, Robert Venturi a commencé à enseigner un cours sur les théories de l'architecture. Et ce cours est à la base de son ouvrage « Complexity and Contradiction in Architecture » qui a été publié en 1966. Au cours de la même période, Venturi s'est intéressé à l'architecture africaine. En 1964, par exemple, il a lu et en fait, il a probablement visité donc l'Architecture Without Architects de Rudolfsky et également donc il a cherché d'autres travaux pour également avec l'ouvrage de Gunther, L'autre Afrique.
Les changements de la fin des années 60 ont constitué une rupture claire avec des valeurs qui prévalaient précédemment, et cela pas seulement à l'Université de Pennsylvanie. L'intérêt social dans l'architecture de la première moitié de la décennie était le point culminant d'une pensée qui avait résulté de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui marquait aussi sa crise. L'attitude d'engagement social optimiste du début des années 60 a cédé le pas à quelque chose de plus sombre, différent. Les discriminations fondées sur les classes, la race, ont effectivement été par ailleurs alimentées par les injustices liées à l'agression américaine au Vietnam, ce qui a amené des mouvements de contestation estudiantine, et pas seulement aux États-Unis. À l'école des beaux-arts de l'Université de Pennsylvanie, plusieurs changements sont produits. En 1963, le New City Studio a été abandonné. Scott Brown a alors enseigné l'atelier d'introduction pour le programme de design civique. Ses étudiants ont lu David Crane, Kevin Lynch, Fumiko Maki, notamment. Elle a continué à enseigner l'architecture africaine. C'est devenu un des exemples de la tradition vernaculaire qui faisait l'objet de discussions critiques en cours. Au cours de la même période, elle a également enseigné d'autres cours sur les formes combinées en 1965 en utilisant des photographies des peuplements africains tirées de l'ouvrage Our World from the Air, publié par Erwin Anton Goodkin, un architecte, historien et enseignant à l'Université de Pennsylvanie, donc allemand. Il a enseigné à l'Université de Pennsylvanie depuis 1956 et cet ouvrage résultait de décennies d'études sur les peuplements traditionnels et africains. En 1965, Denise Scott Brown est passée sur la côte ouest où elle a enseigné un atelier à Berkeley puis à UCLA. Ces études pédagogiques ont constitué le fondement de l'apprentissage de Las Vegas et de Levittown. C'est un atelier qui a été développé un an plus tard lorsqu'elle est partie à Philadelphie pour travailler avec son deuxième mari, Robert Venturi, pour enseigner avec lui à Yale. Et dans leurs 3 ateliers à Yale, ils se sont attachés à promouvoir une nouvelle méthode et théorie du design axée sur les nouvelles formes d'engagement et pas l'engagement de nouvelles formes. Pour les étudiants, dans l'agitation des années 60, le sujet des casinos de Las Vegas, les maisons de Levittown, l'architecture vernaculaire et pas seulement d'Afrique proposée par Venturi et Scott Brown étaient donc des thématiques avec une préoccupation sociale qui répondait du moins en partie à l'anxiété des étudiants à l'époque. On demandait aux étudiants d'élargir leur perspective, d'étudier des thématiques dans des disciplines qui couvraient l'anthropologie culturelle jusqu'à la science régionale avec des exemples émanant du monde entier, y compris de l'Afrique. Ils souhaitaient donc s'investir davantage dans la culture traditionnelle et populaire et donc Venturi et Scott Brown ont introduit un nouveau modèle d'instruction en atelier fondé sur des recherches sur les traditions populaires et plutôt que sur le design en tant que tel. Vers la fin des années 60, il y a eu aussi un petit nombre d'ateliers de design à l'université Rice, dans leur atelier de Control Game, qui était focalisé sur une rue de Houston, Westheimer. Ils enseignaient avec Peter Papademetrio et discutaient des formes urbaines, des modes d'activité, du changement, de la permanence. Une fois encore, ils ont utilisé les écrits de Crane et les études de Maki pour examiner les développements urbains. L'ouvrage de Goodkin, Our World from the Air, et celui de Rudowski, Architecture Without Architects, cela a permis d'introduire la discussion sur les modes, les tendances africaines et les types africains. Et la structure pédagogique a changé également en mettant l'accent sur le groupe plutôt que sur le travail individuel. C'est un principe sur lequel Scott Brown insistait dans sa recherche de l'architecture vernaculaire et son rejet de la notion de l'architecte star.
En ce qui concerne le programme paysager à l'Université de Pennsylvanie, dans les années 50, Perkins a décidé finalement d'inviter Ian McHarg à développer et diriger le département. Dans le cadre de ce projet de plus grande ampleur qui a commencé en 1959, McHarg a développé un cours révolutionnaire très connu, Man and the Environment, l'homme et l'environnement. Ce cours s'appuyait sur des recherches multidisciplinaires afin de mieux comprendre la relation entre l'être humain et la nature. McHarg a invité plusieurs experts à participer à ce cours, notamment Margaret Mead, qui a fait un cours sur l'anthropocentrisme et l'adaptation des peuples primitifs à l'environnement, Irving Alfred, qui a présenté l'architecture des Indiens d'Amérique et des Pueblos, et Yehudi Cohen, qui a fait un cours sur les stratégies d'adaptation et les interactions entre les êtres humains et la nature. McHarg a continué à enseigner ce cours aux différentes générations d'étudiants qui se sont succédés et a adapté également le format du cours magistral pour en faire une série télévisée, The House We Live In. Il a invité dans ses cours les étudiants à étudier l'anthropologie culturelle, l'histoire culturelle des peuples et leurs stratégies d'adaptation. Et parmi les sujets étudiés par les étudiants, ils ont examiné les peuplements africains, les stratégies d'adaptation à l'environnement africain. Et ce qui est plus important encore, c'est que McHarg a amené les étudiants à analyser les établissements des populations, leurs institutions. Et l'exemple africain était au cœur de cette étude. Et ils ont ainsi discuté de l'adaptation des peuples aux structures sociétales spécifiques. Dans la dernière partie des années 50, McHarg a fait valoir qu'il fallait une pratique paysagère consciente sur le plan social, en parallèle avec les associations que la Team 10 propageait depuis le milieu des années 50, surtout dans les écoles d'Amérique du Nord. Attiré par les projets d'aires de jeu à Amsterdam, McHarg a invité Aldo Van Eyck, architecte et membre de la Team 10, à enseigner en tant qu'invité à l'Université de Pennsylvanie. Et ainsi, au printemps de 1960, Van Eyck a enseigné un cours de 6 semaines sur le design des aires de jeu et des espaces de loisirs dans le département paysager. Et grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, McHarg a également pu donner une bourse à Van Eyck pour écrire un ouvrage, The Child and the City, avec des éléments d'architecture Dogon du Mali que Van Eyck avait visité quelques semaines avant d'arriver à l'Université de Pennsylvanie. L'ouvrage original Van Eyck a été publié de façon posthume il y a quelques années seulement. Toutefois, en 1968, un extrait de la recherche de Van Eyck sur l'architecture Dogon a été incluse dans le VIA, la publication des étudiants de l'École des beaux-arts de Pennsylvanie. Et dans le numéro intitulé « L'écologie dans le design », Van Eyck étudiait la terre et l'architecture Dogon et donnait une analyse de la valeur expressive et symbolique du bâti de cette population. Il décrivait les Dogons comme un peuple caractérisé par son intégrité, avec effectivement une forme de récit qui pouvait être étudiée. Et il indiquait que ce qui pouvait être appris des Dogons était une prérogative de planification. Il estimait que l'expérience Dogon approfondirait et élargirait la compréhension que pouvaient avoir les étudiants de l'architecture. À la fin des années 60, alors que Venturi et Scott Brown étaient à Yale et examinaient Las Vegas, les maisons de Leviton et les traditions vernaculaires, McHarg, lui, révisait son approche en matière de design paysager et promouvait la planification écologique au cœur même
thème de l'enseignement paysager. Il s'est détourné de son intérêt pour l'Afrique qui se focalisait principalement sur les aspects communautaires et sociaux de l'architecture. Il a commencé à plaider pour une attitude axée sur l'écologie en matière de design, où les préoccupations sociales étaient simplement certains des aspects à prendre en compte. À l'automne 67, The Man and the Environment, ces projets donc de cours élaborés et développés par ces étudiants examinaient l'adaptation complexe et écologique des groupes humains avec l'environnement. L'étudiant David Harper, par exemple, a travaillé sur l'écologie des Bushmen d'Afrique du Sud et pas principalement sur la dimension sociale de leur adaptation à l'environnement. Et cette nouvelle focalisation s'est développée immédiatement avant la crise de l'environnement des années 70. Et cela afin d'accroître la compréhension que pouvaient avoir les étudiants de la planète Terre, de la vie globalement. Et dans le département du design paysager, le cas de l'Afrique est devenu effectivement un des exemples qui permettait d'éclaircir les relations écologiques et leur impact sur les êtres humains et l'architecture dans le monde. Quelques années plus tard, au cours de la crise politique et des ressources de 70, les enseignants de l'Université de Pennsylvanie et des architectes dans le programme de l'architecture paysagère, mais également dans l'architecture et la planification, ont cessé de proposer des cours qui mettaient l'accent sur le paradigme endémique et contextuel de l'Afrique. C'est également à ce moment-là que bon nombre des membres de la faculté les plus intéressants ont quitté pour développer leur propre département ou leur école. Ils sont devenus des professeurs reconnus ailleurs. Geddes est devenu doyen à Princeton, Crane à Rice, Wheaton est devenu le président de la planification et doyen à Berkeley, Meyerson l'avait précédé à ce poste, Venturi et Scott Brown sont allés enseigner à Yale, comme je l'ai dit, et Xurgula et Gans sont allés à l'Université de Columbia. La mobilité des enseignants architectes de Penn vers d'autres établissements, cela a promu une dispersion progressive et la diffusion des connaissances sur les traditions africaines. Après Penn, dans plusieurs universités des États-Unis, la thématique de l'architecture africaine traditionnelle est devenue une thématique commune. Par exemple, en 1965, à Princeton, Geddes a supervisé une thèse doctorale sur le développement des villes traditionnelles dans la région de Nubie, en Égypte. Venturi et Scott Brown ont poursuivi leurs recherches sur l'Afrique à Yale et les études de Gootkins sur les modalités africaines ont fasciné plusieurs architectes enseignants. Shadrach Woods, par exemple, a repris des images des villages de rue publiées dans l'ouvrage de Goodkin pour décrire le concept de STEM. Au milieu des années 60, Fumi Komaki a utilisé des images de peuplement soudanais qui avaient été publiées dans l'ouvrage Our World from the Air de Goodkin pour expliquer son idée de forme de groupe. Et les recherches et études sur l'architecture africaine se sont poursuivies également grâce à l'activité d'enseignement de plusieurs membres de la Team 10. Qui étaient invités comme enseignants dans différentes universités des États-Unis, à De Van Eyck sur l'architecture Dogon à Penn, mais aussi à l'Université de Washington à Saint-Louis, où était déjà Mackie, et plus tard à Harvard. Giancarlo De Carlo a enseigné à Princeton, au MIT. Shadrach Woods a enseigné l'architecture nord-africaine à Columbia. Leurs étudiants aux États-Unis ont poursuivi l'examen des traditions africaines. Par exemple, l'assistant d'Aldo Van Eyck à Harvard, Peter Prangel, a présenté à ses étudiants la philosophie d'Aldo Van Eyck sur l'architecture Dogon lorsqu'il est devenu enseignant à l'Université de Columbia. En conclusion, dans les années 50, l'Université de Pennsylvanie était un lieu de rencontres heureuses, de synergie positive, où les étudiants pouvaient étudier les traditions africaines telles que leur présentaient les enseignants et designers nés en Afrique et qui ont été les premiers à promouvoir l'expansion géographique et épistémologique du cursus. Dans les années 60, l'école est devenue le modèle de l'enseignement de l'architecture où des intérêts
d'intérêt multidisciplinaire œuvraient de concert pour parvenir à des réalisations de design qui allaient au-delà de la somme des différents éléments. La fascination des enseignants pour l'Afrique traditionnelle s'est développée de pair avec leur détachement par rapport au modernisme. Mais cela a également appuyé un niveau plus élevé de conscience critique. Et l'échange africain est devenu essentiel dans l'effort d'après-guerre pour humaniser l'architecture. Cela a permis d'éliminer les derniers vestiges des villes divisées selon les fonctions et cela a eu un effet d'érosion sur l'atmosphère élitiste qui caractérisait l'école des beaux-arts avant l'arrivée de Perkins. À la fin des années 60 et au début des années 70, plusieurs enseignants de l'échange sur l'Afrique ont quitté les Penn et l'école des beaux-arts est devenue un centre de dispersion et de diffusion progressive de la connaissance sur l'Afrique qui a permis de connecter toute une multitude d'écoles et de programmes et pas seulement en Amérique du Nord. Merci.